Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore des spray du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la parenthèse scientifique, premier épisode de l'année 2023. Alors nous voici de retour pour cette nouvelle année remplie d'énergie et heureux de la passer de nouveau avec vous et pour ma part, très heureuse de pouvoir vous retrouver. Alors on espère que vous aussi, vous avez passé de bonnes fêtes, peut-être pas reposantes, mais en tout cas animées et on vous souhaite tous nos vœux et une belle et merveilleuse année 2023. Alors, la parenthèse scientifique, c'est parti. Et avec moi autour de la table aujourd'hui pour co-animer cette émission, Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Et Damien. Bonjour à tous et toutes. Et en cette rentrée, nous avons beaucoup de chance car notre invitée du mois, et nous en sommes très reconnaissants, c'est Sabrina Krief, la très grande primatologue. Allez, la parenthèse scientifique autour des grands singes, c'est parti. Vous reprendrez bien un peu de science? Alors Sabrina, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Sabrina, vous êtes une spécialiste des primates, professeure au Muséum d'histoire naturelle. Vous êtes également chevalier de la Légion d'honneur depuis le 13 juillet 2019. Félicitations. Chevalier également de l'Ordre national du mérite, membre correspondant également de l'Académie vétérinaire de France. Alors, un retour rapide, Sabrina, sur votre parcours. Vous avez obtenu votre doctorat vétérinaire à Maison-Alfort et réalisé votre thèse d'exercice vétérinaire sur l'alimentation des chimpanzés orphelins remis en liberté par un sanctuaire au Congo. Vous soutenez ensuite une thèse de doctorat en 2003 intitulée Métabolites secondaires des plantes et comportement animal, donc un peu plus en toxicologie et surtout, vous faites de la surveillance sanitaire et de l'observation de l'alimentation des chimpanzés en Ouganda. Et depuis 2008, vous dirigez une équipe au Muséum d'histoire naturelle qui étudie notamment les effets des activités humaines et des pollutions sur le comportement, la santé et l'écologie des chimpanzés dans la zone de Sebitoli, au nord du parc national de Kibale, en Ouganda. Vous êtes également très engagé avec votre mari sur la protection des grands singes et plus largement des forêts et de leurs écosystèmes. Vous avez d'ailleurs créé à ce sujet une association, Projet pour la conservation des grands singes. Alors Sabrina, nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir avec nous aujourd'hui. Merci de prendre le temps. Et première question peut-être pour vous, pourquoi cet intérêt mêlé pour la toxicologie et pourquoi les chimpanzés comme modèle? Alors en fait, tout a commencé plutôt par l'étude des effets positifs que l'environnement pouvait avoir sur les chimpanzés et sur leur santé, puisque dans mon travail d'abord de thèse vétérinaire, puis ensuite dans mon travail de doctorat et d'enseignant-chercheur au muséum, j'ai cherché à savoir si certaines des molécules des plantes pouvaient avoir des effets bénéfiques sur la santé. Et grâce au suivi du comportement et de la santé des chimpanzés sauvages, j'ai pu mettre à jour des nouvelles molécules actives sur des cibles plutôt concernant les humains. Mais assez rapidement, en fait, quand on a implanté notre nouveau projet dans le nord du parc de Kibale en 2008, il a fallu reprendre l'habituation des chimpanzés, c'est-à-dire une approche douce pour mieux pouvoir les observer. Et donc, dans mes jumelles, à quelques dizaines de mètres d'eux, j'ai remarqué que certains avaient des visages un peu particuliers. Qu'on a vraiment rapidement identifié comme étant des malformations congénitales, puisqu'il n'y avait pas de blessures. Et s'est posé la question de l'origine de ces malformations qu'on n'avait jamais décrites ailleurs.
Et en fait, la zone où on travaille est tout à fait particulière puisque c'est une zone protégée, une forêt protégée dans un parc national. Mais à la lisière de cette forêt se trouvent des grandes zones agricoles, donc des plantations de thé, d'eucalyptus, mais aussi des cultures vivrières. Et donc, les chimpanzés régulièrement sortent de leur habitat naturel, les forêts, pour aller consommer des cultures vivrières. Par la généalogie des chimpanzés, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas, par exemple, un père ou une mère qui donnait naissance à des enfants mal formés, mais que c'était réparti au sein du groupe social. Et donc, en allant un petit peu plus loin au niveau génétique, on a aussi montré qu'il n'y avait pas de consanguinité. Et donc, notre hypothèse principale est que ce soit une exposition des fœtus aux intrants chimiques qui soient responsables de ces malformations. Donc voilà comment on est arrivé à ces questions de toxicologie, en fait un peu poussé par les conditions de terrain et par l'observation directe des animaux. Bah, d'ailleurs, en reparlant de ça, alors vous en avez un peu parlé juste avant, mais vous disiez que vous y repartiez dans 10 jours. À quoi ressemble votre terrain d'études dont vous parliez, ou dans le parc national de Kigali, il me semble, où il y a ces chimpanzés de Sebitoli, justement. Kibale. Voilà, donc la zone s'appelle Sebitoli et c'est tout au nord de Kibale. Bien, une journée habituelle, en fait, ne présente aucune routine, même si les horaires sont assez stricts. Donc, on se réveille vers 4h, 4h30 du matin, on prend un rapide petit déjeuner, on fait une toilette rapide aussi, et puis on part entre 5h et 5h30 en forêt, donc avec une lampe frontale, nos sacs à dos, pour aller directement retrouver les chimpanzés qu'on a laissés la veille au soir au site de leur nid. Les chimpanzés, en fait, font un nid différent chaque jour, chaque soir. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir les suivre dans la journée pour que le soir, on sache où retourner le lendemain matin. Donc, à l'arrivée, quand on n'est pas en période de Covid ou en période d'Ebola, comme c'est le cas en ce moment, on recueille des prélèvements urinaires ou des prélèvements de sel pour pouvoir faire des analyses de santé, parce que ces chimpanzés sont entièrement sauvages, donc il n'est pas question de les toucher, de faire des palpations ou bien de faire des prises de sang. Donc on prend ce qu'ils veulent bien nous donner le matin au réveil, notamment, comme nous, les premières urines du matin sont les plus informatives car les plus concentrées. Et puis après, au cours de la journée, on suit les individus, donc soit le petit groupe qu'on a trouvé le matin, en faisant donc un protocole qui permet de faire une sorte de photo régulière, donc toutes les 20 minutes, en fait, on indique quels sont les individus présents, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils interagissent socialement. Et puis, en parallèle, on fait aussi un suivi individuel d'un chimpanzé, donc, pour avoir un suivi plus continu sur la journée. Donc, tout ça, c'est possible grâce à mon équipe. Donc, on a sur le terrain 26 personnes, 26 Ougandais qui travaillent tous les jours au suivi, à l'observation des chimpanzés et aussi d'autres activités telles que la lutte anti-braconnage ou la sensibilisation. Donc là, je vous ai décrit une journée de chercheurs ou d'assistants de recherche qui part suivre les chimpanzés plus précisément, mais on a aussi beaucoup d'autres activités sur le terrain. D'accord. Alors, juste pour revenir un peu sur la question, revenir aussi, parce que vous disiez qu'il y avait du coup des champs d'eucalyptus autour, des champs de maïs. Ça ressemble à quoi? C'est pas juste une forêt, en fait. Il y a des interactions avec le monde extérieur. Voilà, l'intérieur du parc de Kibale est un parc de forêt qui a été soumis à la déforestation et à l'exploitation forestière dans les années 70, mais qui est aujourd'hui intégralement protégé. Donc c'est une forêt qui est en régénération avec des zones de forêt mature, donc ce qu'on appelle aussi les forêts primaires, mais surtout de la forêt qui est en train de reprendre le pas sur cette coupe qui avait été faite et qui avait endommagé 50% des arbres. Donc ça veut dire que le sous-bois est extrêmement dense. On est dans une forêt d'altitude à 1600 mètres, donc il y a des vallées au fond desquelles il y a des marécages.
Et pour suivre les chimpanzés, c'est pas évident parce qu'il faut parfois traverser ces marécages, parfois donc grimper des pentes glissantes, et de temps en temps attirés donc par les plantes appétantes qui sont cultivées aux abords par les villageois, les chimpanzés sortent de cette forêt un peu dense pour arriver donc dans des champs de maïs. Il y a pratiquement que le maïs qui intéresse les chimpanzés. Il y a d'autres animaux tels que les éléphants et les babouins qui sont attirés par d'autres cultures faites par les fermiers. Et donc tout ça génère un conflit assez important qui fait qu'il y a des gardiens autour des champs qui repoussent les animaux. Donc cette zone de lisière est une zone d'interaction assez fréquente, et c'est aussi la zone qu'on étudie plus particulièrement pour essayer d'évaluer cette exposition donc aux pesticides. Aujourd'hui, en marge de l'observation des chimpanzés, on fait donc des prélèvements dans l'environnement. Donc, par exemple, on a prélevé des semences de maïs, des tiges de maïs, donc du maïs en épi, mais également des sédiments, de l'eau des rivières, pour essayer de connaître les molécules qui sont présentes dans l'environnement. Donc, on s'attendait bien à trouver des intrants et des pesticides dans les champs, mais on ne s'attendait pas forcément à ce qu'à plus de 5 km de la zone d'utilisation, dans l'eau des rivières, on trouve encore au moins 15 pesticides donc au cœur de la forêt. Et c'est la réalité. Donc, sur 3 campagnes successives à 1 an d'intervalle, donc pendant 3 années, on a étudié ces intrants et on a vu que c'était quelque chose de récurrent. Vous parliez des pesticides, et du coup, est-ce que vous avez pu identifier différentes sources de pollution? Est-ce que vous les retrouvez dans l'eau, mais Alors, en termes d'origine, pour savoir à oui, quoi alors sont exposés les chimpanzés? ce qui est vraiment intéressant, c'est que en étudiant donc les rivières, on a 2 rivières qui se rejoignent pour arriver dans une même rivière qui va vers le sud du parc et donc au cœur du parc. Donc les 2 rivières, donc l'une qui vient de l'ouest, Mpanga, traverse des champs de thé, mais aussi des cultures de maïs, des cultures vivrières, alors que la rivière de l'est, Munoboa, elle ne traverse quasiment que des champs de thé. Donc, on a vu qu'il y avait vraiment une région ouest avec une quinzaine de pesticides et une région est avec pratiquement que du glyphosate. Et ensuite, les 2 rivières donc, se rejoignent et donc à 5 km de chacune des 2 lisières, on a les 15 pesticides qui viennent de l'ouest plus du glyphosate. Donc, on a vraiment une vision assez contrastée de l'exposition que peuvent subir les chimpanzés. Et dans l'objectif de mieux comprendre justement cette exposition et de savoir si c'était bien elle qui était responsable des malformations qu'on observe, on a cartographié les aires de résidence des femelles chimpanzés. Parce qu'en fait, on travaille sur le territoire de l'ensemble du groupe, qu'on appelle la communauté de chimpanzés, mais au sein de cette communauté se forment des petits sous-groupes, et les femelles, à l'inverse des mâles, sont plutôt résidentes d'une zone de ce territoire. Donc, on a des femelles de l'ouest, des femelles de l'est, des femelles du centre, du sud, etc. Alors que les mâles, eux, ont plutôt tendance à patrouiller sur l'ensemble du territoire. Et donc, puisque notre hypothèse, c'était que c'était par le biais de l'exposition fétale que les enfants étaient contaminés, les fœtus étaient contaminés, on a regardé les naissances des mères de l'Ouest et des mères de l'Est, et on a confirmé qu'il y avait beaucoup plus et quasiment uniquement des enfants de femelles de l'Ouest qui naissaient avec des malformations. Donc, on sait Sabrina, que... pardon, je vous interromps, mais dans les prélèvements que vous aviez faits sur les singes, est-ce que vous aviez retrouvé des traces de pesticides également ou non? Oui, alors en fait, de la même façon, on a donc ça c'est l'étape ultérieure. Donc on a d'abord essayé de caractériser La les localisation. expositions,
Voilà. Et puis ensuite, quand on a montré qu'il y avait bien, effectivement, a priori, une preuve des effets de cette exposition, puisque les femelles qui étaient les plus exposées donnaient naissance à des enfants mal formés, on a décidé de prélever des poils des chimpanzés pour essayer de voir l'exposition chronique, parce qu'on aurait pu travailler uniquement sur les urines ou sur les selles, mais là, on aurait eu une exposition de courte durée, puisque il est compliqué, puisqu'il aurait fallu avoir ces urines et ces crottes après que les chimpanzés identifiés étaient dans les champs, ce qui est extrêmement compliqué avec des chimpanzés sauvages. Donc, on s'est engagé dans un projet vraiment long et un peu laborieux, qui est de collecter les poils des chimpanzés dans leur nid. Donc, pour ça, il faut grimper dans les nids. Ils font leur nid entre 10 et 40 mètres de hauteur, hein, dans des arbres. Donc, on s'est cantonné quand même à une hauteur raisonnable pour pas prendre trop de risques. Et puis, pendant 1 an et demi, mon équipe a suivi les chimpanzés pour essayer de collecter suffisamment de poils d'un même individu, sachant que le plus souvent, quand on escalade un nid et qu'on cherche les poils dans un amas de feuilles qui fait à peu près 1,20 m de diamètre, c'est vraiment un gros matelas de feuilles, trouver des poils, c'est vraiment, c'est quand on a beaucoup de chance, hein, qu'on trouve un poil, voire 2 poils, voire 3 poils. Et donc, au bout d'1 an et demi, on a pu avoir suffisamment de poils d'une dizaine d'individus pour faire les analyses. Et là, on a trouvé plus de 60 polluants différents dans les poils des chimpanzés de Sébitoli. Donc, on était même beaucoup plus large que les 15 qu'on avait évalués. Vous aviez retrouvé dans l'environnement. Ouais. Ça amène peut-être la question du lien de cause à effet, parce qu'avec ces malformations congénitales que vous avez observées, on sait que c'est assez délicat des fois de mettre en lien, de relier des effets à une exposition à des effets, notamment dans les rapports d'expertise de l'INSERM et de l'INRAE. On voit que c'est très compliqué, le lien direct de cause à effet. Est-ce que là, vous avez pu mettre en évidence ce lien, ou c'est une partie des réponses, mais pas toutes? Voilà, je pense que c'est un faisceau d'évidence et de preuves qui petit à petit s'accumulent, mais je pense qu'on ne pourra jamais vraiment prouver parce qu'il faudrait avoir une population contrôle et puis exposer de façon consciente et volontaire des femelles chimpanzés et leur progéniture juste après au moment de la grossesse, et c'est quelque chose qu'on ne souhaite absolument pas faire, évidemment. Par contre, évidemment, on tente par tous les moyens d'avoir plus d'indices qui nous orientent dans cette direction. Cependant, aujourd'hui, on a donc des chimpanzés avec des malformations. On a également, grâce aux caméras vidéo à détection de présence qui se déclenchent donc automatiquement, vu que les babouins de la zone avaient également des malformations. On sait que des enfants ont aussi des malformations dans les villages à côté. Et donc, pour nous, l'urgence, c'est surtout de réduire cette exposition. Et évidemment, on espère avoir d'autres preuves. Hein, si un jour on a la chance d'avoir du sang ou d'autres prélèvements éventuellement qui nous permettent de montrer encore plus clairement cette exposition, et surtout, par exemple, de mettre en évidence que l'exposition a des effets génétiques sur les individus, on aura plus de preuves. Mais en fait, on n'arrive pas vraiment à trouver d'autres explications que celle-ci. Donc, Okay. on est ouvert à toute Oui, autre bien question. sûr. Mais d'ailleurs, Sabrina, ici, par rapport à ça, vous avez quand même mis en place aussi une stratégie
Est-ce que vous pourriez nous en parler parce qu'elle est assez jolie finalement? Pour essayer de fournir des solutions donc, et surtout réagir rapidement à cela. On travaille avec les villageois pour développer une agriculture durable avec moins d'intrants, donc bio le plus rapidement possible, en agroforesterie, donc pour rétablir la biodiversité et surtout avec moins de plantes appétantes, donc moins de dommages créés aux cultures des humains, de façon à rétablir l'harmonie entre la faune sauvage et la forêt et le parc, et les villageois qui, pour le moment, n'avaient quand même que des effets négatifs de vivre à côté de ce parc. Et voilà, et donc on a commencé, entre autres, avec le thé, en mettant en place une nouvelle recette de thé noir qui est donc en vente dans certaines boutiques On peut françaises. le dire, hein, peut-être. Oui, alors Jardin de Gaïa et Palais d'été qui en ont fait des produits partage, donc entre 1 et 2 euros reviennent à l'association pour chaque 100 grammes achetés, ce qui permet de soutenir un groupe de villageois qui se sont maintenant associés en association, qui s'appelle les Chimps Guardians, et qui donc aident les fermiers à repousser sans violence les chimpanzés et aussi à mettre en place donc leur agriculture durable. Donc on essaye voilà de mettre en place un cercle vertueux. Et puis pour revenir sur la question précédente, l'avantage de travailler sur les chimpanzés sauvages, c'est que eux ne fument pas, ne sont pas exposés aux médicaments voilà, donc ne boivent pas d'alcool. Donc tous les facteurs confondants qui généralement dans les études sur les humains rendent difficile l'interprétation. Là, dans le cas des chimpanzés, on a quand même moins de facteurs qui pourraient expliquer ou coagir pour expliquer ces malformations. Et donc, vous avez dit, il me semble, la dernière fois que vous aviez vu des naissances et moins de malformations suite à la mise en place de ces pratiques vertueuses. Là, c'est la formidable nouvelle en fait de l'année 2022, c'est que donc non seulement on a eu beaucoup de naissances, ça faisait quelques années qu'il n'y avait pas eu de nouveaux bébés, et par chance, on a donc pu confirmer que tous les bébés, les nouveau-nés, avaient des nez, donc pas de malformation faciale, puisque les malformations faciales s'expriment par des absences de narines et même parfois des absences de cloison nasale. Et donc là, pour l'instant, les nouveau-nés sont bien formés. Ouais, c'est merveilleux, félicitations. Et dites-moi peut-être avant-dernière question, est-ce que ça a été difficile de travailler avec la population locale et quels sont les arguments qui les ont motivés, entre guillemets, à changer leurs pratiques? Non, ça n'a pas été. Enfin, c'est pas forcément compliqué de travailler avec les villageois et les fermiers. Ils sont en fait en attente de propositions de solutions. Et nous, notre objectif, c'est que leurs revenus soient aussi meilleurs, augmentés suite à cette agriculture durable, et qu'ils se rendent compte en fait que c'est grâce aux chimpanzés, aux éléphants et aux babouins et à leur préservation que leurs produits sont valorisés. Donc, merci beaucoup, Sabrina. Ceci montre également que les consommateurs doivent se responsabiliser également. Eh bien, nous vous remercions parce que vos travaux sont un véritable exemple d'application directe d'une recherche de terrain qui a abouti à des actions concrètes au niveau local avec de multiples acteurs et ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on vous remercie pour cette success story. Merci beaucoup, puis, si Merci beaucoup. les auditeurs veulent vous retrouver, ils vous retrouveront au travers de vos 2 livres, Chimpanzés, les chimpanzés des mondes de la Lune et également Chimpanzés, mes frères de la forêt chez Actes Sud. Et voilà, la parenthèse scientifique avec la grande primatologue, ce n'est pas terminé. Et pour l'instant, on fait une petite pause en chanson avec Ibrahim Malouf, Cocorico local, Una Rosa Blanca.
Casa Blanca. In his most famous poem, José Martí made this offering of friendship and peace to both his friend and his enemy. Today, as the President of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz. Vous reprendrez bien un peu de science? Alors, les actus scientifiques, et aujourd'hui, on va parler déforestation avec Manon et engagement des chercheurs. Et oui, le Parlement de l'Union européenne à Bruxelles a voté, dans la nuit du 5 au 6 décembre, l'interdiction des produits issus de la déforestation. Cela veut dire que des produits tels le café, le cacao, le soja, la viande, le caoutchouc, le papier, etc. ne pourront plus être importés si des forêts ont été détruites pour les produire. En effet, l'UE est le deuxième importateur de ces produits après la Chine et est responsable de 16% de la déforestation mondiale. Les entreprises vont donc avoir 18 mois pour revoir leur chaîne d'approvisionnement, sous peine de s'exposer à de graves amendes. Si la décision peut sembler historique, elle garde malgré tout une portée limitée. En effet, le texte ne tient pas compte des autres terres boisées, et notamment des savanes arborées, d'où vient majoritairement la culture du soja, selon l'Association de défense des forêts Canopée. Un pas timide donc, dans l'urgence climatique mondiale. Merci Manon, mais un pas quand même. Alors, les chercheurs s'engagent, on en parlait le mois dernier, et face à l'urgence, de plus en plus de chercheurs en environnement, en écologie s'engagent. La preuve en est, 2 nouvelles tribunes à 1 jour d'intervalle publiées par le journal Le Monde. Et la première tribune, dont des chercheurs qui travaillent avec la Fondation appartiennent, parle du report du plan européen d'interdiction des substances toxiques qui traduit la pression des lobbies industriels.
Alors, dans une tribune du Monde le 6 décembre, 200 médecins et chercheurs en toxicologie ont appelé la France à agir pour que la réforme de la réglementation REACH ait lieu. Alors, la réglementation REACH, c'est quoi? Eh bien, c'est la réglementation entrée en vigueur en 2007 qui vise à contrôler la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'Union européenne. Il faut savoir qu'il y a environ 100 000 produits chimiques autorisés en Europe et que parmi eux, plus de 70% sont faiblement caractérisés pour leurs effets sur les écosystèmes et sur la santé. Alors, la révision du règlement était un espoir pour nous. On vous en avait parlé l'année dernière d'ailleurs, et elle devait permettre à la Commission européenne d'accélérer la réglementation de l'usage des produits chimiques les plus dangereux et notamment d'autoriser des restrictions, ce qu'on appelle par famille de produits, c'est-à-dire qu'au sein desquels, dans cette famille, le produit le plus nocif imposerait les restrictions à tous les autres membres de la famille qui bénéficieraient évidemment des mêmes restrictions que ce membre le plus nocif. Eh bien, la mise en place de ce plan, malheureusement, n'aura pas lieu et c'est ce que les chercheurs et les médecins dénoncent ce 6 décembre. Le report d'un an de la révision du règlement REACH interviendra juste avant la nouvelle élection du Parlement européen. Autant dire qu'on pourra toujours attendre pour avoir la mise en place de ces nouvelles réglementations. Voilà, et puis les chercheurs s'engagent également, et ça, je laisserai la parole à Manon, publié le 4 décembre avec une nouvelle tribune, Préserver les terres agricoles ne doit pas être un artifice provenant d'un collectif de spécialistes de l'environnement et de l'agriculture pour mettre fin à l'artificialisation des sols. Et oui, comme il nous l'avait annoncé la dernière fois, Marc-André Sellos, notre invité du mois dernier, a publié cette tribune avec un collectif de spécialistes pour lancer l'alerte autour d'une disposition zéro artificialisation nette. En effet, la France artificialise ses terres agricoles et compromet grandement sa souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, les sols disparaissent face à l'extension des villes, des zones industrielles et pavillonnaires et des infrastructures de transport. La fertilité de nos terres et la fourniture des nutriments dans l'alimentation sont au cœur de nombreuses interrogations dans la communauté des sols, qui cherchent à en avertir le grand public et les décideurs politiques. D'ailleurs, pour continuer sur cette thématique, c'était la journée mondiale des sols, le 5 décembre dernier dans le monde. Mais en France, où celle-ci était organisée par la FES, ce n'était pas un jour. C'était pas 2 jours, mais bien 5 jours de conférences, d'échanges, de visites, de jeux en ligne ou en présentiel. Bref, de découvertes du monde des sols qui se sont tenues à Toulouse. Comme annoncé, le thème était les sols pour la nutrition, ce qui nous renvoyait à l'agriculture. Et surtout, quelle agriculture? Quelle agriculture pour ne pas détruire, ne pas polluer? On y retrouve l'enjeu du labour, de la fertilisation, dans leur dimension scientifique, mais aussi économique, sociale et politique. Ce que j'en retiens, c'est qu'il faut préserver la continuité du sol. Le labour et les engrais, les utiliser mieux, c'est-à-dire les utiliser moins. L'agriculture de conservation, le polyculture-élevage semblent être aujourd'hui les voies à favoriser. Mais aussi former les politiques et les usagers aux enjeux et à la protection des sols. Cela passera sûrement par un nouveau droit des sols. Nous avons besoin de nouveaux cadres validés collectivement servant de repère à la société et progresser ainsi dans un projet de territoire partagé. Merci Manon. Donc on voit l'importance que prennent les sols de plus en plus et l'importance aussi de l'engagement des chercheurs, ce qui démontre bien qu'il y a urgence. Eh bien c'est terminé pour les actualités scientifiques et maintenant le moment que vous attendez tous, l'anecdote de Manon. Et je commencerai cette nouvelle anecdote par un proverbe latin. Ubi pecora, ubi vultures. Bon, si comme moi, vous n'avez pas pris l'option latin au collège, en voici la traduction. Là où il y a des troupeaux, il y a des vautours. En effet, les vautours sont des nécrophages, plus connus sous le nom de charognards, et tiennent donc un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire. En mangeant les carcasses d'animaux morts ou blessés, ils nettoient. Non seulement ils nettoient, mais surtout, ils permettent d'éviter la propagation de maladies infectieuses grâce à leur système digestif au pH extrêmement acide, proche de 1. C'est ce qu'on appelle un cul-de-sac épidémiologique. C'est même tout un art, le bal des différentes espèces de vautours qui s'acharnent sur une charogne. Les premiers se nourrissent des tissus plus mous, comme les viscères ou les muscles, suivis de ceux qui se délectent de parties plus coriaces, telles les tendons et les cartilages. Le clou du spectacle s'achevant sur les os et leur substantifique moelle, très appréciée des fameux gypaètes barbus. Leur perte serait donc un problème à la fois environnemental, sanitaire et économique. Une situation qu'ont malheureusement vécu l'Inde, le Pakistan et le Népal. Leur population de vautours a chuté vertigineusement de 95% en l'espace de 15 ans. Cela a eu pour conséquence d'une part de contaminer les points d'eau,
les carcasses entassées aux abords des villes se putréfiant avec le temps. D'autre part, cela a laissé la place aux équarrisseurs secondaires, les chiens errants et les rats entre autres. Ces derniers ne sont pas aussi efficaces ni dans leur capacité à nettoyer les animaux morts, ni pour stopper les agents pathogènes se développant sur les corps en putréfaction. Ils en sont donc devenus les vecteurs. Une épidémie de rage sévit désormais en Inde, sur une population majoritairement pauvre et sans accès aux soins. Quelle est donc la cause de la mortalité de ces vautours asiatiques ? Il a fallu près de 10 ans pour découvrir le phénomène en 2003. C'est le diclofénac, un anti-inflammatoire très utilisé dans les années 90 dans la médecine vétérinaire, présent dans les corps des bestiaux traités peu avant leur mort et qui s'est révélé être mortel pour les vautours qui les mangeaient, entraînant leur mort en quelques jours. Bien qu'interdit dans ces 3 pays dès 2006, il circule toujours illégalement et la population de vautours ne parvient pas à se reconstituer. La mauvaise nouvelle, c'est que ce cas ne semble pas avoir servi de leçon à tout le monde. En 2013, l'Espagne a autorisé le diclofénac dans les traitements vétérinaires. Son de cloche de la communauté scientifique. En 2021, on a retrouvé mort dans son nid un premier vautour intoxiqué au diclofénac. Sans vous dire que de nombreux vautours venant des Pyrénées, des Alpes, du Verdon, du Vercors passent leurs jeunes années en Espagne. Une réaction en chaîne est à craindre, après tous les efforts menés pour la réintroduction des espèces en France. Oui, on aime commencer l'année sur une note positive. Et Manon, d'ailleurs, le diclofénac, pour information, c'est un micropolluant. Et c'est d'ailleurs un des micropolluants les plus retrouvés dans les eaux douces, que ça soit en France ou également en Suisse, dans le Léman par exemple. Vous reprendrez bien un peu de science ? Allez, merci Manon. C'est un bel exemple d'effet systémique finalement, d'effet boule de neige. Eh bien, on passe à l'actualité de la Fondation et Damien nous parle du congrès de la SFSE que nous avons co-organisé à Valence. Merci Delphine. Alors la SFSE, c'est quoi ? En fait, c'est la Société francophone de santé et environnement. Et nous, cette année, on a co-organisé un congrès avec eux qui s'intitulait « Exposition précoce aux facteurs environnementaux, comprendre les impacts et agir sur les écosystèmes et la santé humaine ». Donc ça a eu lieu en novembre 2022. Donc ce congrès nous a permis de réunir des chercheuses et chercheurs de différents domaines et différents horizons, de l'écotoxicologie à l'épidémiologie en passant par la toxicologie humaine. Mais également, il y avait des représentantes et représentants d'associations et de collectifs citoyens engagés pour la préservation de la santé et la sensibilisation aux expositions précoces à ces facteurs environnementaux. Donc le programme était très chargé de ce congrès et construit autour de 3 axes qui permettaient de faire une progression autour du congrès. Et il y avait une suite logique des thématiques. Donc dans un premier temps, le congrès a permis d'aborder l'état des connaissances fondamentales sur les expositions précoces, donc des contaminants, aux facteurs environnementaux. Donc ce sont les contaminants chimiques, seuls ou combinés, à d'autres facteurs de stress, aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Donc les facteurs combinés peuvent être le changement climatique par exemple, mais également rien à voir, des facteurs de stress psychosociaux. La seconde partie du congrès portait quant à elle sur la santé humaine. Donc là, on a fait un peu un pont entre l'évaluation des risques jusqu'aux mesures de gestion, que ce soit à travers la priorisation des effets sanitaires ou des plans de lutte contre les expositions reprotoxiques et les causes d'infertilité. Et on a terminé la dernière journée, donc le vendredi du congrès, c'était consacré à la transmission des informations vers le grand public et la sensibilisation aux expositions à des facteurs donc, environnementaux à différents niveaux, que ce soit au niveau des soignants et des soignantes, des sages-femmes, mais également des instituts liés à la petite enfance, comme les crèches, les citoyens et citoyennes, décideurs politiques. Et ça a permis de mettre en lumière le rôle essentiel des associations et de collectifs de citoyens pour faire remonter ces informations à tous les niveaux, notamment au niveau politique. Donc pari réussi donc, pour ce congrès, où les chercheuses et chercheurs de domaines différents ont pu échanger et confronter leurs expériences, notamment au cours des différentes tables rondes, et où la progression du congrès, donc c'était un peu de la connaissance fondamentale à l'action, a permis de mettre en avant des actions concrètes de gestion et de sensibilisation portées à la fois par des chercheuses et chercheurs, mais également par des associations. Merci beaucoup Damien, et on a beaucoup parlé aussi pendant ce congrès du rôle des pairs dans ces phénomènes, et puis on a aussi beaucoup parlé de l'importance du suivi. Merci beaucoup. Manon, Festival Montagne et Sciences ? Et oui, le jeudi 1er décembre se tenait le festival Montagne et Sciences au Navire, festival de films d'aventure scientifique que la Fondation soutient depuis 2 ans. L'objectif de ces rencontres
est de valoriser non seulement les territoires de montagne, leurs écosystèmes particuliers et les activités qui s'y développent, mais aussi le travail de recherche qui est mené, particulièrement dans un contexte de réchauffement climatique. Le tout en passant par une approche visuelle, esthétique et sensible. Autant vous dire que je ne me suis pas fait prier pour y participer, et je n'étais pas la seule. Nous avons fait salle comble, soit plus de 300 personnes à Valence. À l'affiche, la cohabitation entre grimpeurs et la faune des falaises dans l'Hérault, la lente fonte du glacier Fetchenko dans le massif du Pamir et les conséquences sur la population autour de la mer Caspienne, puis la vie bouillonnante autour d'une tourbière d'altitude dans les Alpes, puis la stratégie des Alpes pour survivre sur les sommets, et enfin, une expédition scientifique pour installer une station météo sur l'Everest à 8800 mètres d'altitude. Le tout ponctué d'interventions enregistrées en direct de scientifiques ou acteurs du territoire. Petit moment d'émotion à la fin avec l'arrivée d'un doctorant népalais qui avait participé à la mission météo sur l'Everest en 2019, venu répondre aux questions du public. Bref, une très belle soirée. Merci beaucoup Manon. Eh bien, pour tous ceux qui l'ont raté, ça fait envie. En tout cas, ça fait envie de les rejoindre l'année prochaine. Très, très bel événement et très belle association. Et puis, on terminera par la conférence qui aura lieu à nouveau au navire le 11 janvier. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Eh bien, merci à tous. On était très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle parenthèse scientifique 2023. On vous souhaite à tous un beau mois de janvier. Attention, mangez pas trop de galettes. Enfin, peut-être que si, finalement. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous voulez nous écrire, c'est la parenthèse scientifique@gmail.com. Un petit message également, comme c'est le début d'année, n'hésitez pas à adhérer. Vous nous retrouverez sur le site web. Et puis nous, on sera très contents de vous retrouver le mois prochain. En attendant, on vous souhaite un merveilleux mois. Et je souhaite surtout, et je dis merci à Manon. Merci. Bonne à année. Damien. Merci. Et puis à Karina qui nous a accompagnés aujourd'hui. Un grand merci à Radio BLV et puis surtout un grand merci à Sabrina Krief de nous avoir accompagnés pour cette émission aujourd'hui. On vous retrouve le mois prochain. Au revoir. Au revoir. Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore l'esprit du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.